Le 22 mai 1885, Félix Nadar, photographe renommé, reçoit un court message. « Venez immédiatement ». Sans hésitation, il répond à l'appel et se rend au chevet de Victor Hugo, tout juste décédé. Sa mission ? Capturer en photographie le portrait de la personne disparue, en l'occurrence celui de Victor Hugo. Pour ce genre de photo, il choisit souvent une fenêtre avec une belle exposition. Il déploie ensuite une simple couverture de laine pour servir de fond. Il faut le dire, ce n'est pas la première fois qu'il réalise un portrait post-mortem. Dans le cas de Victor Hugo, la mise en scène sera la suivante. Le lit est situé à proximité de la fenêtre, dont la partie inférieure est dissimulée par un rideau, et un assistant se tient au chevet du défunt, maniant un miroir pour diriger un faisceau lumineux sur son visage. Quelle belle photo, quel portrait mémorable! Que pensez-vous de cette activité? Cela vous choque-t-il de photographier un mort? Si oui, sachez que le portrait de Victor Hugo sur son lit de mort est paru en couverture du journal L'Illustration le 30 mai 1885, ce qui ne suscite à l'époque aucune contestation, pas même une étincelle de polémique. À vrai dire, votre opinion est sans doute profondément influencée par la société moderne, qui cache rapidement ses morts. Mais au XIXe siècle, il était courant, normal, voire banal, de photographier les personnes décédées. Quand, comment et pourquoi en est-on venu à photographier les défunts ? Restez avec moi pour le découvrir dans ce nouveau podcast intitulé « Daguerréotype, photographier les morts ». XIXe siècle, Paris. Hommes, femmes et enfants se pressent devant la vitrine. Certains y vont de leurs petits commentaires. « Seigneur, ce qu'elle était charmante !»« Oui, je le connaissais, un type bien !» D'autres se font plus piquants. « Il est plus intéressant mort que vivant !» De quoi parlent ces braves gens ? Des cadavres exposés en vitrine. Les morgues de l'époque sont ouvertes au public, officiellement pour que tout citoyen puisse s'y rendre et tenter d'identifier un corps. Mais ces lieux sont surtout devenus un spectacle macabre, où les cadavres exposés là, parfois dans de piteux états et même en plusieurs morceaux, suscitent un vif intérêt. Au XIXe siècle, le rapport à la mort est totalement différent qu'aujourd'hui. Elle est omniprésente. Choléra, tuberculose, accouchement mortel, enfants mort-nés. On vit et on meurt en famille. On assiste souvent impuissant au trépas du petit dernier, ou de grand-père qui meurt dans son lit. Il leur faut profiter au maximum de l'instant présent. Notamment parce qu'à cette époque, seule la mémoire humaine permet de garder le souvenir d'une personne disparue. Pas d'album photo à admirer. Pour se faire tirer le portrait, il faut faire appel à un artiste peintre, ce qui demande du temps et de l'argent, un luxe que la plupart des personnes n'ont pas à cette époque. À vrai dire, seuls les grands, les nobles, les rois auront leur portrait peint. Mais les choses vont bientôt changer. En 1822, le français Nicéphore Niepce invente la photogravure. C'est révolutionnaire, mais encore très hésitant. En 1832, il s'associe avec Louis Daguerre, un peintre professionnel. C'est lui qui continue les recherches quand Nicéphore meurt. 6 ans plus tard, il met au point un procédé qui va tout changer, le daguerréotype. De quoi s'agit-il ? C'est une boîte dans laquelle on pose une plaque de cuivre sur laquelle il y a une mince couche d'argent. On utilise le mercure chauffé à 75 degrés pour utiliser les vapeurs. Pour faire simple, cela agit comme un miroir qui prend une photo. Mais le procédé est long. La personne doit rester devant l'appareil durant 20 à 30 minutes sans bouger. Avec le daguerréotype, il est maintenant possible de figer la réalité, de préserver un souvenir visuel d'une personne.
Mais cela reste malgré tout exceptionnel. On peut passer une vie tout entière sans avoir posé devant l'appareil. Il n'existe de soi aucune photo, rien qui pourra réconforter notre famille une fois mort et enterré. Alors, dès 1842, des ateliers proposent de réaliser des portraits post-mortem à domicile. Et ça marche, les familles sont séduites. Ce dernier portrait constitue la seule et unique empreinte visuelle que les proches conserveront du défunt. Il sera mis à la disposition de tous dans un album ou sur les murs de la maison dans un joli cadre. Ou alors la famille préférera garder ce cliché dans un écrin fermé que l'on ouvre de temps en temps, porté en pendentif ou monté en broche. Voilà notre photographe qui arrive au domicile de la famille en deuil. Bien habillé et parfaitement commercial, il propose plusieurs formules. Une photo de groupe avec le défunt au milieu, ou seulement avec ses frères et sœurs, ou avec les parents, ou une photo seule du défunt. On peut même faire une mise en scène, c'est-à-dire qu'on va l'habiller. On va lui ouvrir les yeux avec des cuillères à thé, et on le maintient debout avec une armature métallique placée à l'arrière. Grâce à ce porte-mort, on peut le mettre debout, dans une position familière, la nuque bien droite. Pour les enfants, on peut les allonger dans leur lit, simuler une paisible sieste ou les mettre sur les genoux des parents. Pour suggérer l'idée de la mort, il est fréquent de placer des objets symboliques à côté du corps, une pendule, un livre ouvert, une poupée. À la fin des années 1880, avec l'apparition des appareils Kodak, accessibles à tous et ne nécessitant aucune formation préalable, la pratique du portrait prend son essor. Rapidement adoptée par la plupart des familles, cette nouvelle approche permet d'obtenir des images du défunt prises de son vivant. Le portrait post-mortem, autrefois la seule trace tangible de l'être cher, évolue au-delà de la simple représentation des traits du disparu. Désormais, on l'utilise pour refléter l'événement lui-même, c'est-à-dire qu'on y voit le chagrin des proches ou l'importance des moyens déployés pour honorer le disparu. Nombreuses sont les photographies montrant la famille réunie autour du cercueil dans la chambre funèbre, avec des parents embrassant un enfant décédé autour de ses frères et sœurs. Au début du XXe siècle, cette pratique de capturer soi-même une image d'un proche décédé gagne en intimité et commence à décliner, notamment en raison des lois mises en place pour protéger la vie privée, y compris celle des défunts. Et puis les mentalités changent. L'hygiène, le respect et la retenue imposent une réforme de cette pratique. Fini de photographier les morts dans leur cercueil. Aujourd'hui, l'idée même d'un selfie funéraire est devenue scandaleuse, ou tout au moins de mauvais goût. Et toi, qu'en penses-tu ? Cette ancienne pratique a-t-elle heurté ta sensibilité, ou au contraire, t'a-t-elle fasciné ? Nous allons maintenant sortir de l'audio et partager quelques images. Oui, avant de nous quitter, sans mauvais jeu de mots, je vais vous soumettre une galerie photo post-mortem. En les regardant, n'oubliez pas ces 3 choses. Premièrement, il s'agit de personnes réelles, ayant vécu et méritant le respect. Deuxièmement, ces portraits ont été pris dans un contexte fort différent du nôtre. Et troisièmement, ces images ont été de précieux souvenirs pour les familles endeuillées. Sur la première photo, il s'agit de Victor Hugo, dont nous avons parlé. Les autres sont des visages inconnus, mais ils ne l'étaient pas pour leur famille, soyez-en sûrs. Par pudeur, j'ai décidé de ne pas indiquer à l'aide de flèches ou d'autres artifices qui est décédé sur la photo. À vous de l'appréhender.